Des jumelles de Virginie disparaissent lors d'une croisière. 10 mois plus tard, une valise s'échoue sur une plage. Son contenu choque tout le monde. Rachel Marin était assise dans le salon faiblement éclairé de sa modeste maison à Charlottesville, entourée des vestiges d'une enquête de 10 mois sans issue. Des avis de recherche avec les sourires de ses filles jumelles jonchaient la table basse, certains fanés par le soleil, d'autres usés par les mains tremblantes de leur mère. Les rapports de police et les dossiers empilés sur son bureau, elle les connaissait presque par cœur. À côté de son fauteuil, une table rassemblait une douzaine de cartes de condoléances encore scellées. Elle n'avait jamais eu le courage de les ouvrir. C'était admettre que ses filles ne reviendraient jamais. Elle reposa lentement le dossier du 4e jour de leur croisière, celui où Millie et Ellie, 8 ans, s'étaient volatilisées. Juste 5 minutes d'absence, le temps de répondre à un appel à l'extérieur du restaurant sur le pont du navire, et ses filles n'étaient peut-être plus là. Le personnel les avait vues sortir, mais ignorait où elles étaient allées. La panique avait vite envahi Rachel alors qu'elle fouillait le navire de fond en comble. La compagnie avait lancé une alerte générale, vérifié chaque recoin, chaque cabine. Des caméras les montraient près de la piscine, puis plus rien. Après 24 heures, les autorités maritimes, la garde côtière et le FBI avaient été alertés. Malgré les recherches intensives, aucune trace des jumelles. Certains passagers évoquaient une chute accidentelle en mer, d'autres une disparition lors d'une escale. Officiellement, personne ne savait ce qui s'était passé. Alors qu'elle effleurait enfin l'une des enveloppes de condoléances, son téléphone sonna. C'était le détective Mace Alvarez. Sa voix semblait tendue. « Rachel, j'ai reçu un appel de la police de l'île d'Ocracoke, en Caroline du Nord. Un pêcheur a trouvé une valise échouée. Elle contenait des restes humains. Nous pensons qu'il pourrait s'agir d'une de vos filles. » Le monde de Rachel bascula. Elle serra son téléphone à s'en blanchir les jointures. « Quand partons-nous » demanda-t-elle déjà debout. « Je passe te prendre dans 1 heure. Le contenu de la valise est au laboratoire médico-légal de la région. Ils attendent ton arrivée pour poursuivre les analyses. » 1 heure plus tard, Alvarez était à sa porte. Le trajet en avion jusqu'en Caroline du Nord se fit en silence. Rachel fixait le paysage qui défilait sous ses yeux, tentant de contenir la tempête intérieure. À l'arrivée, un officier local les conduisit à un poste de shérif en bordure de forêt, un bâtiment simple et froid. Avant d'entrer dans la salle d'examen, Alvarez la prévint. « Ce que tu vas voir sera difficile. » Ils enfilèrent des masques et des blouses stériles. Dans la pièce, un homme au visage buriné les attendait. Il s'appelait Curtis Bannister, le pêcheur qui avait trouvé la valise. Il s'avança, mal à l'aise mais sincère. « Madame Marin, je suis désolé, vraiment désolé. » Rachel retint son souffle. 10 mois d'attente, de douleur et de vide l'avaient conduite ici. Elle allait enfin peut-être comprendre ce qui était arrivé à ses filles, ou vivre le pire cauchemar d'une mère. « Je suis désolé pour votre perte, madame, » dit l'homme d'une voix grave. « J'aurais aimé trouver autre chose ce jour-là. » Rachel hocha la tête en silence. Son regard fut attiré par la table centrale en acier. Une valise y reposait, moyenne, carrée, abîmée par le sel, le soleil et le temps. Le tissu autrefois bleu avait viré au gris. Ses coutures étaient déformées par l'humidité. Près d'elle, un médecin légiste attendait. « Madame Marin, tout a été soigneusement documenté, » dit-il. « Je vais vous montrer le contenu. » Rachel se raidit, s'accrochant au comptoir. Lorsque le couvercle fut soulevé, elle étouffa un cri. Des restes humains, fortement décomposés, étaient enroulés dans plusieurs couches de vêtements. 10 mois dans l'océan avaient qu'à laisser le corps gonflé, décoloré, en partie réduit à l'état de squelette. Et pourtant, certains détails étaient encore reconnaissables. La victime semble être morte par asphyxie, expliqua le médecin. Pas de blessures apparentes, pas de sang. Mais Rachel n'écoutait déjà plus.
Elle fixait le t-shirt rouge de Minnie Mouse, fané mais identifiable, et les lunettes de piscine bleue. L'initiale M était encore visible. « C'est le t-shirt de Millie », murmura-t-elle, la voix brisée. « Et ses lunettes. J'en avais acheté 2 paires. Celle de Ray avait un R. » Le médecin hocha la tête. « Nous aimerions prélever un échantillon d'ADN pour confirmation. » « Oui, bien sûr, mais je n'ai pas besoin de test pour savoir que c'est ma fille. » Détective Alvarez posa une main compatissante sur son épaule. Le médecin sortit un autre sac en plastique. « Nous avons aussi trouvé ceci, dit-il. Un briquet Zippo en argent, terni mais intact, gravé de l'initiale K. Ça ne leur appartenait pas, confirma Rachel. Elles avaient 8 ans. Elles n'auraient jamais eu ça. C'est notre première piste, commenta Alvarez. Un objet étranger. Rachel se tourna vers le pêcheur. Monsieur Bannister, comment l'avez-vous trouvé? Je marchais sur la plage près de chez moi. J'ai vu cette valise. L'odeur était insupportable. Je l'ai ouverte à peine et j'ai appelé la police. Et rien d'autre? Aucune trace de mon autre fille? Bannister secoua tristement la tête. Juste la valise, madame. Rachel se tourna vers Alvarez. Pourquoi quelqu'un mettrait Millie dans une valise pour la jeter à la mer? Pourquoi pas un objet qui coule? Le shérif intervint. Ce type de valise devient flottant s'il n'est pas lesté correctement. Avec le temps, elle remonte et dérive. Que va-t-il se passer maintenant? Nous allons analyser tous les éléments, répondit Alvarez. Cette valise est un ancien modèle. Peu de gens en ont. Le briquet a une étiquette de prix partiellement intacte, avec un logo identifiable. Rachel le fixa, intriguée. Ce motif me dit quelque chose. Je peux prendre une photo? Bien sûr, et nous vous enverrons aussi tous les rapports. Alors qu'elle photographiait les indices, Alvarez poursuivait avec les autorités locales. L'affaire est maintenant officiellement requalifiée en enquête pour homicide. Nous allons revoir toutes les vidéos du navire, interroger de nouveau les membres d'équipage et étudier les courants marins pour localiser le point de rejet de la valise. Le shérif ajouta. Nos analyses médico-légales sont en cours, y compris les tests ADN. Alvarez se tourna vers Rachel. Nous aimerions que vous restiez ici quelques jours. Elle essuya une larme. Je comprends. Mais avant, je voudrais aller sur la plage où la valise a été retrouvée. Est-ce bien raisonnable? Demanda Alvarez. Je dois le voir, insista-t-elle. Si je veux comprendre ce qui est arrivé, je dois affronter la réalité. Après une courte hésitation, Alvarez acquiesça. Très bien, je vous accompagne. Je peux vous y emmener, proposa Bannister. Mon bateau est tout prêt et l'équipe enquête encore sur le site. Rachel lui fit un signe de tête reconnaissant. Merci. Le trajet vers l'île d'Ocracoke prit moins d'1 heure. Assise à la proue, Rachel laissait le vent salé lui fouetter le visage, tandis que le bateau fendait les eaux agitées. Alvarez, silencieux à ses côtés, passait des appels. « C'est juste là !» cria Bannister en désignant le rivage. Une petite foule attendait. Des bandes jaunes délimitaient une zone. Des policiers prenaient des mesures, des photos. Une camionnette de presse était garée non loin. Bannister accosta avec habileté. Il aida Rachel et Alvarez à descendre sur les planches en bois usées. Rachel posa le pied sur le sable, son cœur lourd mais déterminé. « Par ici !» dit Bannister en les guidant sur le quai jusqu'à la plage. Le sable était frais sous les pieds de Rachel alors qu'ils approchaient de la zone délimitée par les rubans de sécurité. Un agent souleva la bande pour les laisser passer, hochant la tête en reconnaissant le détective Alvarez. « Madame Marin, » dit-il solennellement. « Toutes nos condoléances. » Rachel acquiesça légèrement, les yeux fixés sur l'empreinte dans le sable où la valise avait été retrouvée. Même si celle-ci avait été emportée, les enquêteurs avaient de préserver la zone pour collecter d'autres preuves. « C'est ici, » dit Bannister en s'arrêtant. « Juste là où je l'ai trouvée. » La marée descendait.
Rachel fixait l'endroit, peinant à croire que ce lieu paisible avait accueilli les restes de sa fille après 10 mois de dérive. Elle s'agenouilla, enfonçant ses doigts dans le sable humide. « Il doit y avoir d'autres indices », murmura-t-elle. Le détective Alvarez s'agenouilla à côté d'elle. « Les experts ont été minutieux, Rachel. C'est déjà une avancée majeure. Nous trouverons l'autre aussi. » Un peu plus loin, une journaliste et son caméraman les avaient repérés. Alvarez se leva. « Je vais gérer la presse. Prenez un moment. » Resté auprès d'elle, Bannister parla doucement. « Il y a un petit complexe de cabanes tout près. Vous pourriez y passer la nuit avant de repartir demain. Le propriétaire est là-bas. » Rachel essuya ses larmes et se redressa. « Oui, je préférerais rester. Je comprends. Quand mon fils s'est noyé il y a 5 ans, je suis resté au port des semaines. On a besoin de rester près de l'endroit où ils étaient. » Rachel le regarda, bouleversée. « Vous l'avez retrouvé ?» Il secoua la tête. « La mère garde ses secrets. Mais je sais où aller quand je veux lui parler. » Quand Alvarez revint, Rachel lui annonça son intention. Il acquiesça. « Très bien, mais je vais assigner un agent pour vous accompagner, par sécurité. » Il fit venir l'agent Martinez, une femme qui avait travaillé sur la scène. Rachel la remercia, puis suivit Bannister vers le propriétaire du complexe, un homme affable nommé Greg Harrison. « Ce n'est pas encore la saison touristique, » expliqua Harrison en les conduisant aux cabanes. « Vous aurez toute la tranquillité souhaitée. » La cabane était simple mais propre. Un lit double, une petite cuisine, une salle de bain et un porche donnant sur l'océan. Rachel s'y installa, puis s'assit sur le porche. Martinez resta discrètement à proximité. Une jeune serveuse apporta une tasse de café. « De la part de la maison, je suis désolé pour votre fille. » Rachel remercia doucement, les doigts serrés autour de la tasse chaude, les yeux perdus dans les vagues. La mère, indifférente, poursuivait son va-et-vient éternel. Alors que le soleil déclinait, elle remarqua du mouvement dans la cabane en face. Un homme en sortit, déposa un sac sur la table et verrouilla sa porte. Rachel aperçut un objet brillant sur la table, un paquet de cigarettes et un briquet. Intriguée, elle s'approcha. Elle reconnut sur le briquet un autocollant identique à celui de l'objet trouvé avec les restes de Millier. Un frisson la parcourut. Elle rattrapa l'homme. « Excusez-moi, vous avez oublié ça. » L'homme se retourna, surpris, puis sourit. « Merci, j'allais l'oublier. » Rachel lui montra le briquet. « Où l'avez-vous acheté ?»« Je collectionne les briquets anciens. »« Dans un kiosque à Greenville, Carnes Corner News. Un vieux monsieur tient la boutique. »« C'est une chaîne. J'habite Charlottesville et il y a un kiosque similaire. » Un employé du complexe s'approcha à ce moment-là, tenant une valise identique à celle retrouvée. « Monsieur, vous oubliez ceci dans votre cabane. » Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Même couleur, même modèle, même taille. Elle ne put retenir sa question. « Où avez-vous eu cette valise ?» L'homme haussa les épaules. « Même endroit que le briquet. Le gérant me l'a presque donné. » Rachel déglutit. « Puis-je vous la prendre ? Cela peut sembler étrange, mais... »« Prenez-la, dit-il. Je comptais m'en débarrasser. Puis-je avoir vos coordonnées ? Je souhaiterais vous remercier. » Il hésita, puis donna son nom. « Jeff Thornton. » « Pourquoi ça vous intéresse autant ?» Rachel inspira profondément. « Je suis ici avec la police. L'une de mes filles a été retrouvée dans une valise comme celle-ci. » Le visage de Thornton se décomposa. « Mon Dieu, je suis désolé. J'espère qu'ils trouveront le coupable. Dites-moi si je peux aider davantage. » « À propos du kiosque, » dit Rachel, « cela pourrait être plus utile que vous ne le pensez. » Tandis que Jeff Thornton partait attraper le ferry pour retourner sur le continent, Rachel regagna sa cabane avec la valise cassée, l'esprit en ébullition. L'agent Martinez l'observait discrètement,
sans poser de questions. Rachel posa la valise, puis, les mains tremblantes, composa le numéro du détective Alvarez. « Je ne suis pas encore parti, » répondit-il. « Que se passe-t-il » Rachel expliqua rapidement ce qu'elle avait découvert. Le briquet du touriste, la valise identique et le lien avec un kiosque à journaux à Greenville. « Je dois vous montrer ça tout de suite. »« Restez où vous êtes, » ordonna Alvarez. « J'arrive. » 15 minutes plus tard, Rachel se tenait au bord de la plage avec l'agent Martinez. Alvarez approchait du complexe balnéaire accompagné de Curtis Bannister. Au loin, la camionnette de presse quittait les lieux. « Montrez-moi ce que vous avez trouvé », dit Alvarez sans attendre. Rachel le mena dans sa cabane, lui montra la valise et lui parla du briquet avec l'étiquette de prix. L'homme m'a dit avoir acheté les deux au kiosque Carnes Corner News à Greenville. Le visage d'Alvarez se durcit. Carnes. Intéressant. Il prit sa radio. Je veux toutes les infos disponibles sur un commerce appelé Carnes Corner News à Greenville. Propriétaire, adresse, historique. En attendant, Rachel raconta comment Jeff Thornton avait décrit le propriétaire. Un homme plus âgé, toujours à chercher des affaires. Si la valise correspond à celle où Millie a été retrouvée et que le briquet porte la même étiquette, ce n'est pas une coïncidence. Alvarez examina la valise avec attention. C'est peut-être la piste qu'on attendait. La radio grésilla. Détective Alvarez, nous avons les infos. Le propriétaire est Douglas Carnes, 57 ans. 3 points de vente. Greenville, Charlotte et bientôt Virginia Beach. On vous envoie ses adresses professionnelles et personnelles. Alvarez lut les infos sur son téléphone. Il nous reste un peu de lumière. Allons voir ce kiosque. Ils montèrent à bord du bateau de police avec Martinez et Bannister. Le retour fut rapide, porté par l'urgence. Arrivés sur le continent, ils prirent une voiture de police et se dirigèrent vers l'adresse du kiosque. C'était une petite structure en bord de parking, vendant journaux, cigarettes et divers articles. Un homme d'une trentaine d'années arrangeait une étagère. « Puis-je vous aider ?»« On ferme bientôt. » Alvarez montra son badge. « Détective Alvarez, police de l'État de Virginie. Vous êtes le propriétaire ?»« Non, je travaille juste ici. Monsieur Carnes est le patron. »« Est-il ici ?»« Non, il vient rarement. Il fait la tournée des boutiques. »« Avez-vous ses coordonnées ?» Le vendeur hésita, puis tendit une carte professionnelle. Rachel s'avança. « Vous vendez des briquets Zippo ?»« Oui, là-bas. » Elle et Alvarez examinèrent les modèles. Ils étaient identiques à celui trouvé avec Millie, mais sans gravure. Alvarez montra la photo du briquet gravé K. « L'avez-vous vu ?» Le vendeur regarda. « Même modèle. Les clients font parfois graver leur briquet après l'achat. »« Et les valises ? Vous en vendez ?»« Non, madame. Ce n'est pas une bagagerie. » Rachel lança un regard à Alvarez. « Le touriste a dit l'avoir acheté ici. » Le vendeur haussa les épaules. « Monsieur Carnes vend parfois des trucs à lui. Je ne pose pas de questions. »« Merci pour votre aide, » dit Alvarez en prenant la carte. « Et s'il repasse, ne dites rien de notre visite. » C'est important. De retour en voiture, Rachel proposa. « Et si on passait devant son domicile ? Juste un coup d'œil. »« D'accord, mais pas de perquisition sans mandat. » Ils traversèrent un quartier résidentiel paisible. Arrivés à l'adresse, ils ralentirent. La maison était banale, un bungalow jaune pâle avec pelouse soignée. Une voiture stationnait dans l'allée. « Regardez la plaque, » dit Rachel. Les lettres DK et à la fin un K. « Peut-être Douglas Carnes, mais ce n'est pas une preuve, » répondit Alvarez. Ils observèrent encore quelques minutes sans voir de mouvement. « On rentre au poste, » décida Alvarez. « Il faut coordonner avec les autorités locales. Si Carnes est impliqué, il faut agir avec stratégie. »« Je suis épuisé, » dit Rachel. «
Vous pouvez me déposer à l'embarcadère? Je préfère que vous évitiez le ferry public. Martinez va vous ramener en bateau. Ils se dirigèrent vers le port. En approchant du quai, Rachel attrapa soudain le bras d'Alvarez. « Cette voiture !» cria-t-elle en désignant un véhicule dans la file du ferry. « Même plaque, DK et KE !» Alvarez suivit son regard, son visage se durcissant. On distinguait à travers les vitres teintées deux silhouettes, un adulte et ce qui semblait être un enfant. « Ça peut être n'importe qui », prévint Alvarez. Mais Rachel s'éloignait déjà vers la file. « Je veux juste voir qui est à l'intérieur », lança-t-elle. « Rachel, attendez. » Alvarez se précipita derrière elle, mais avant qu'il ne puisse l'arrêter, Rachel était déjà auprès de l'agent qui contrôlait les véhicules avant l'embarquement. Elle aperçut alors la vitre du conducteur baissée pour présenter les billets. Sur la banquette arrière, un enfant était assis à côté d'une femme. L'enfant semblait agité, tentant de se dégager de l'étreinte de l'adulte. De là où elle se trouvait, Rachel ne distinguait pas bien son visage, mais quelque chose dans le profil de la fillette et la couleur de ses cheveux éveilla une intuition brutale. « Riley », murmura-t-elle, le cœur battant. « C'est Rachel. » Alvarez la rejoignit et lui saisit le bras. « Vous ne pouvez pas approcher les véhicules comme ça. On n'a pas assez de preuves. »« C'est elle », insista Rachel, se dégageant. « J'ai vu son visage une seconde. C'est ma fille. » Alvarez hésita, puis fit un signe à l'agent Martinez. « Restez avec elle. Je parle à l'agent du ferry. » Il s'approcha de la cabine et discuta discrètement avec l'officier. Tous deux jetèrent un coup d'œil vers la voiture immatriculée DKK, qui n'était plus qu'à 3 véhicules du ferry. De retour, Alvarez dit à Rachel « Ils vont effectuer un contrôle secondaire par précaution. » Rachel observait, anxieuse, la file qui avançait lentement. Quand le véhicule en question atteignit le point de contrôle, l'agent du ferry lui fit signe de se ranger sur le côté. À travers la vitre teintée, elle vit le conducteur parler au téléphone. Puis, soudainement, les portes s'ouvrirent. Un homme d'une 50aine d'années sortit côté conducteur, suivi d'une femme dans la trentaine tirant une fillette. « C'est eux !» s'écria Rachel. « C'est vraiment eux !» Le trio se mit à zigzaguer entre les voitures, l'homme ouvrant la marche, la femme traînant l'enfant. Alvarez saisit sa radio, la voix tendue. « Suspect en fuite au terminal ferry d'Ocracoke, possible enlèvement. Homme adulte, femme adulte, fillette d'environ 8 ans. Demande assistance immédiate et bouclage du périmètre. » Les autorités portuaires alertèrent les autres agents pendant qu'Alvarez s'adressait à Rachel. « Restez avec Martinez, je ne veux pas que vous soyez blessés. » Avant qu'elle ne proteste, Alvarez courait déjà vers les suspects, armes dégainées mais abaissées. « Police, arrêtez-vous !» cria-t-il. L'homme se retourna, aperçut Alvarez et accéléra, criant quelque chose à la femme. Le terminal plongea dans une agitation maîtrisée. Des voitures de police affluèrent, bloquant les sorties, pendant que les agents poursuivaient les suspects à pied. Les passagers furent évacués dans des zones sécurisées et le ferry suspendit l'embarquement. Rachel et Martinez observaient de loin alors que l'étau se refermait. L'homme fut plaqué au sol alors qu'il tentait de franchir une clôture. La femme, toujours tenant la fillette, tenta de se faufiler entre les voitures, mais fut rapidement encerclée. « Lâchez la fillette !» ordonna un policier. La femme hésita, puis relâcha la petite, qui s'enfuit en regardant autour d'elle. Dès que son regard croisa celui de Rachel, ses yeux s'illuminèrent. « Maman !» hurla-t-elle. « Maman !» Rachel échappa à Martinez et courut vers sa fille, la rejoignant au milieu du parking. Elle tomba à genoux, la serrant contre elle, submergée par l'émotion. « Riley, mon Dieu !» sanglota-t-elle, sentant le corps fragile de l'enfant trembler dans ses bras. Riley pleurait, incapable d'articuler, la tête enfouie contre l'épaule de sa mère. Alvarez s'approche,
soulagé mais vigilant. On les a en garde à vue. On doit vous emmener dans un endroit sûr pendant qu'on traite les suspects. Rachel hocha la tête, sans lâcher sa fille. « Qui sont-ils » demanda-t-elle. D'après leurs papiers, Douglas Carnes et Cathy Evans, mari et femme. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Cathy Evans, les initiales sur le briquet. Alvarez confirma, le visage grave. Leur voiture est saisie. On demande un mandat de perquisition. Il y a plusieurs valises dans le coffre et des choses suspectes à l'arrière. Rachel regarda enfin sa fille. Elle était d'une maigreur alarmante, la peau anormalement bronzée, comme si elle avait été maquillée. Ses cheveux étaient coupés bien plus courts que Rachel ne les avait jamais laissés. Et ses yeux, fatigués, éteints, comme ceux d'un adulte épuisé. Elle a besoin de soins médicaux. Une ambulance est en route, répondit Alvarez. Quand les secours arrivèrent, Reilly refusa de lâcher la main de sa mère. Elle se raidit à la lumière de la lampe utilisée par le médecin. « Arrêtez de prendre des photos », murmura-t-elle. Rachel échangea un regard inquiet avec Alvarez, qui nota la remarque. Peu après, un officier revint de la fouille du véhicule, le visage sombre. 2 boîtes de magazines illégaux trouvées dans le coffre, matériel pédopornographique, et à l'arrière, des seringues contenant un probable sédatif. Il s'apprêtait à la droguer avant d'embarquer. Le visage d'Alvarez se durcit. « Faites venir la police scientifique. Tout doit être documenté. » Rachel avait entendu. La douleur qu'elle éprouvait pour Millie se transforma en une rage brûlante. Elle se dirigea vers Carnes, qui était menotté près d'une voiture de police. « Monstre !» cria-t-elle. « Vous n'avez pas seulement trafiqué vos saletés, vous avez tué ma fille, vous avez tué Millie. » Carnes la fixa, l'air troublant de calme. « Je ne voulais pas tuer l'autre, » dit-il froidement. « Je voulais garder les deux. Mais ma partenaire a reculé. Je ne pouvais pas gérer 2 enfants seuls sans me faire prendre. J'ai dû choisir. » Rachel se jeta sur lui, mais Alvarez la retint. « Ça suffit, Carnes, » grogna-t-il. « Vous avez le droit de garder le silence. Je vous conseille de l'utiliser. » Alors que les voitures de police s'éloignaient, les ambulanciers vinrent vers Rachel. « Elle a été droguée avec un léger sédatif, » expliqua l'un d'eux. « Il y a des signes de malnutrition et de mauvais traitements. On doit l'emmener à l'hôpital tout de suite. » Rachel acquiesça et retourna auprès de sa fille. « Je viens avec elle, » dit-elle à Alvarez. « Bien sûr, » répondit-il. « D'accord. Je vous retrouve à l'hôpital après la procédure avec les suspects. Ce n'est que le début, Rachel. Nous aurons besoin de vos déclarations à toutes les 2, dès que Reilly sera stable. » Rachel monta dans l'ambulance à côté de sa fille, lui tenant la main alors que le véhicule s'éloignait, sirène hurlante. Malgré l'horreur de ce qu'ils avaient découvert et la douleur de la perte confirmée de Millie, Rachel ressentait une immense gratitude. Une de ses filles était vivante. « C'est fini, Reilly, » murmura-t-elle en caressant ses cheveux. « Tu es en sécurité maintenant. Ils ne te feront plus de mal. » À l'hôpital, la lumière crue du couloir faisait mal aux yeux de Rachel, qui faisait les 100 pas devant la salle d'examen. L'agent Martinez restait à proximité, surveillant Rachel et l'entrée. Une infirmière avait poliment demandé à Rachel de patienter à l'extérieur pendant les examens initiaux. Une séparation difficile, mais nécessaire. « Madame Marin !» L'infirmière reparut à la porte. « Vous pouvez entrer. » Rachel se précipita dans la chambre. Reilly semblait minuscule sur le lit, perfusé, entouré de draps d'un blanc éclatant. Un médecin prenait des notes. « Maman !» murmura Reilly en tendant la main. Rachel la saisit doucement. « Je suis là, mon ange. » « Je ne vais nulle part. » Le médecin, une femme au regard doux mais grave, s'approcha. « Je suis le docteur Patel. » L'examen est terminé. « Comment va-t-elle » demanda Rachel, la gorge serrée. « Elle souffre de malnutrition sévère. Elle est très en dessous du poids normal. Nous avons relevé de nombreux hématomes sur son dos et ses jambes,
probablement causée par un objet fin et flexible. Il y a aussi des marques aux poignets et chevilles, signe de contention prolongée. Rachel ferma brièvement les yeux, serrant la main de sa fille. Elle réagit très mal aux lumières vives et aux flashs. Elle a probablement été photographiée de façon intensive. Et, au vu de certains de ses propos, nous craignons qu'elle ait été exploitée pour des contenus inappropriés. Rachel lutte pour ne pas pleurer. Quel est le traitement? D'abord une nutrition contrôlée. Le sédatif qu'elle a reçu se dissipera en 24 heures. Physiquement, elle devrait se remettre. Mais psychologiquement, elle aura besoin d'un suivi spécialisé. Elle aura tout ce qu'il faut, assura Rachel avec détermination. Le docteur hocha la tête avec compassion. C'est une survivante, et votre présence va tout changer. Après son départ, Rachel resta près du lit, tenant la main de Riley qui somnolait par moments. Les heures passaient, entre infirmiers et surveillance médicale. La nuit tomba. L'inspecteur Alvarez entra discrètement. « Comment va-t-elle » Rachel l'invita à parler dans le couloir. « Elle va se remettre physiquement, mais émotionnellement, ce sera long. » Alvarez hocha la tête, épuisé. « J'ai des nouvelles de l'interrogatoire. » Carnes reste muet, mais Evans parle. Elle cherche un arrangement. Que dit-elle? Beaucoup. Il ne travaillait de pas seul. C'était un réseau, spécialisé dans la production et la distribution de contenus illégaux avec des enfants. Carnes les fournissait, d'autres s'occupaient du reste. Rachel blêmit. Il y a combien d'enfants? D'après elle, au moins 10 encore détenus dans une propriété appartenant à Carnes sous un faux nom. Nos équipes y sont déjà en route. Et mes filles, comment les a-t-il enlevées? Carnes était monté à bord du navire sous une fausse identité, utilisant une carte prépayée. Il s'est fait passer pour un employé de maintenance, après avoir volé un uniforme. Il a même désactivé temporairement une caméra de sécurité. Mais comment les a-t-il attirés? Elle savait qu'il ne faut pas suivre un inconnu. Il les avait observés lors d'un spectacle de magie. Il a refait un tour de cartes qu'il avait vu et elles l'ont suivi dans un couloir réservé à l'équipage. Rachel sentit son cœur se briser. « Émilie » Alvarez détourna le regard. Evans n'était pas présente. Mais Carnes lui a dit qu'il voulait garder les 2 filles. Son ancien complice a reculé en découvrant qu'elles étaient jumelles. Carnes a jugé que c'était trop risqué. Il a étouffé Millie. Rachel porte la main à sa bouche. Il l'a enveloppée dans ses vêtements, mise dans une valise et l'a jetée à la mer cette nuit-là, depuis une zone non surveillée du pont. Et Riley, comment l'a-t-il sorti du bateau? Il l'a cachée dans sa salle de bain jusqu'à l'arrivée à Key West. Il l'avait légèrement droguée et l'a menacée au sujet de Millie. Il a utilisé des déguisements pour passer les contrôles, lunettes, fausse barbe, nouveaux vêtements. Il est parti au milieu de la foule. Et après? Ils ont bougé plusieurs fois, de Key West jusqu'à la Caroline du Nord. Il avait de faux papiers. Rachel secoua la tête, incrédule. On était en Virginie avant la croisière. Est-ce qu'il nous suivait? Evans l'a confirmé. Rachel sentit un frisson l'envahir. Les enquêteurs pensaient que Carnes les avait repérés, elle et ses filles, en Virginie avant la croisière, et qu'il avait tout planifié. Le briquet gravé d'un « K ». Juste une coïncidence, selon Evans. Il lui appartenait mais s'était retrouvé avec les affaires de Millier lorsque Carnes avait précipitamment tenté de dissimuler le corps. Elle le cherchait depuis des mois. Rachel jeta un regard à la chambre d'hôpital. Il faut s'assurer qu'il ne sorte jamais et que toutes ces photos, ces magazines, soient mots détruits. Ces enfants ne méritent pas que leur douleur soit exposée à jamais. Alvarez hocha la tête. On travaille avec les autorités fédérales. Ce dossier dépasse votre affaire, mais je vous promets que Carnes et Evans paieront. Il posa une main compatissante sur l'épaule de Rachel. Reposez-vous, on aura besoin de vous quand elle se réveillera. Rachel acquiesça, épuisée. Merci pour tout, détective.
Puis elle reprit sa place sur la chaise inconfortable, prête à veiller toute la nuit. Malgré l'horreur de ce qu'elle avait appris, elle éprouvait un soulagement sombre. Les coupables avaient été arrêtés, et sa fille était enfin en sécurité. À l'aube, les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux. Rachel se réveilla en sursaut, désorientée, le cou raide. En voyant sa fille dormir, un peu moins pâle qu'hier, elle se rappela tout. Un médecin entra, accompagné d'une infirmière. « Bonjour. Comment a-t-elle dormi ?» demanda le docteur Patel. Avec agitation, elle a fait des cauchemars, parlait en dormant. Le médecin consulta le dossier. C'est normal. Les sédatifs s'estompent. On aimerait faire d'autres examens aujourd'hui. Bien sûr, faites tout ce qu'il faut. Une policière, l'agent Martinez, se montra à la porte. Détective Alvarez arrive avec des nouvelles. Merci d'être resté. Martinez sourit faiblement. C'est mon travail. Mais je dois dire que je n'ai jamais vu une affaire comme celle-ci. Vous êtes chanceuse de l'avoir retrouvée vivante. Rachel baissa les yeux vers sa fille. Si j'étais chanceuse, je n'en aurais pas perdu une. Martinez regretta aussitôt ces mots. Désolé. Rachel soupira. Beaucoup de parents n'ont jamais de réponse. Au moins, je sais ce qui est arrivé à Millie. Dr Patel confirma que les signes vitaux s'amélioraient, mais que sa fille restait très affaiblie. Elle devrait rester hospitalisée plusieurs jours et suivie psychologiquement. 1 heure plus tard, sa fille ouvrit les yeux, perdue. « Maman !» Rachel s'approche. « Je suis là, ma chérie. Tu es en sécurité. »« Émilie ?» demanda-t-elle doucement. Rachel sentit sa gorge se nouer, incapable de répondre. Heureusement, Alvarez entra à ce moment-là. « Bonjour, je suis le détective Alvarez. C'est moi qui ai aidé ta maman à te retrouver. » La petite se serra contre Rachel, méfiante. « C'est un gentil, » rassura-t-elle. Alvarez garda ses distances. « On a mené une opération ce matin sur une autre propriété de Carnes. 3 enfants y ont été sauvés. Certains étaient déportés disparus depuis plus d'1 an. » Rachel écarquille les yeux. « Ils vont bien. Ils reçoivent des soins. On cherche à contacter leur famille. » Et Carnes, Evans. Evans a tout avoué pour une peine réduite. Elle dit ne plus pouvoir vivre avec la culpabilité. Carnes refuse de parler, mais avec les preuves et son témoignage, il encourt plusieurs peines de prison à vie. Tant mieux. Qu'ils pourrissent tous les deux. Elle a quand même participé, même si c'était à distance. Elle sera jugée. Sa coopération ne l'épargnera pas. Et maintenant, demanda Rachel. Il nous faudra une déclaration officielle de vous, et plus tard, de votre fille si elle est prête. Mais pas d'urgence, sa santé passe d'abord. Après son départ, Rachel retourna au chevet de sa fille. « Maman, Millie est vraiment partie, hein ?» Rachel serra sa main. « Oui, mon ange. Le méchant lui a fait du mal. » Les larmes montèrent aux yeux de la fillette. « Je savais, il me l'avait dit. Mais j'espérais, je pensais que vous nous retrouveriez toutes les deux. J'ai cherché chaque jour, je ne t'ai jamais oublié. J'avais peur. Ils me déplaçaient tout le temps. Ils m'ont changé. Ils prenaient des photos. Si je pleurais, ils me frappaient. Ils disaient qu'ils feraient du mal à toi aussi, si je parlais ou fuyais. » Rachel l'enlaça avec précaution. « Tu as été si courageuse. C'est fini maintenant. Ils ne peuvent plus te faire de mal. » Elles restèrent ainsi, serrées l'une contre l'autre, pleurant Millie et se réconfortant. La fillette s'endormit à nouveau dans les bras de sa mère. En la recouchant, Rachel remarqua une petite cicatrice sur le front de sa fille. Une marque de tout ce qu'on lui avait volé, son enfance, sa sœur, sa sécurité. Mais elle vit aussi une force nouvelle dans ce visage endormi. Une volonté de survivre. Le chemin serait long, fait de deuil, de thérapie, de cauchemars. Mais pour la première fois depuis 10 mois,
Rachel sentit renaître l'espoir. « On va s'en sortir », murmura-t-elle en caressant ses cheveux. « Un jour, tout ira bien. » Dehors, le soleil montait lentement dans le ciel, et Rachel savait que, même après la nuit la plus noire, l'aube finit toujours par revenir.